C'est sur la commune de Dunwich, dans une grande ferme partiellement inhabitée, bâtie à flanc de colline à 4 miles du village et à 1,5 miles de toute autre habitation, que naquit Wilbur Whately, à 5 heures du matin, le dimanche 2 février 1913. On se rappela cette date parce que c'était la Chandeleur, que les gens de Dunwich célèbrent curieusement sous un autre nom. Et parce que les bruits s'étaient manifestés dans les collines et que tous les chiens du voisinage avaient aboyé constamment durant la nuit précédente. Fait d'intérêt secondaire, la mère était l'une des Whately déchus, une femme albinos de 35 ans, laide et quelque peu contrefaite, qui vivait avec un vieux père à moitié fou, sur lequel avaient couru dans sa jeunesse les rumeurs les plus effroyables de sorcellerie. Lavinia Whately n'avait pas de mari connu, mais selon la coutume du pays, elle ne fit rien pour désavouer l'enfant. Quant à l'autre branche de l'ascendance, les paysans purs, ce qu'ils firent, s'interrogeaient tout à leur aise. Elle, au contraire, sembla étrangement fière du marmot brun, dont la mine de bouc faisait un tel contraste avec son propre teint blafard et ses yeux roses, et on l'entendit marmotter plus d'une prophétie singulière sur ses pouvoirs exceptionnels et son formidable avenir. Lavinia était seule capable d'émettre de tels propos, car c'était une créature solitaire, portée à courir les collines au milieu des orages, s'efforçant de lire les gros livres odorants que son père avait hérités de 2 siècles de Whately, et qui tombaient en morceaux de vieillesse et de trous de verre. Elle n'était jamais allée à l'école, mais elle était pleine de bribes éparses de l'antique savoir que le vieux Whately lui avait enseigné. La ferme retirée avait toujours été un objet de crainte à cause de la réputation de magie noire du vieux Whately, et la mort violente, inexpliquée de Miss Whately, quand Lavinia eut 12 ans, ne contribua pas à rendre la maison populaire. Isolée parmi d'étranges influences, Lavinia se plaisait à de fantastiques rêveries de grandeur et à des occupations singulières. Elle donnait peu de ses loisirs aux soins du ménage dans une maison d'où toutes les règles d'ordre et de propreté avaient depuis longtemps disparu. La nuit où Wilbur naquit, un cri atroce se répercuta au-delà des bruits des collines et de l'aboiement des chiens, mais ni médecin ni sage-femme connus ne présidèrent à sa venue. Les voisins n'apprirent son existence qu'une semaine plus tard, quand le vieux Whately arriva en traîneau dans la neige à Dunwich et tint un discours incohérent aux oisifs qui flânaient à l'épicerie Osborne. Un changement semblait s'être opéré chez le vieillard. Il s'ajouta quelque chose de furtif à son cerveau embrumé, et subtilement cet homme qui inspirait la peur en devenait la proie, bien qu'un banal événement familial n'aurait pu le troubler. Malgré tout, il manifesta un peu de cet orgueil qu'on devait constater dans sa fille par la suite, et ses auditeurs se rappelèrent pendant des années ce qu'il dit du père de l'enfant. « Je m'occupe pas de ce que les gens pensent. Si le gars de Lavinia ressemblait à son pas, il serait comme rien de ce que vous croyez. Faut pas croire que les seuls gens c'est de sauter par ici. Elle en a lu, Lavinie, et elle a vu des choses que vous, presque tous, vous en parlez sans savoir. Je compte que son homme est aussi beau mari que vous pouvez en trouver de ce côté d'Aylesbury. Et si vous en saviez autant que moi sur les collines, vous ne demanderiez pas si un mariage d'église est meilleur que le sien. Je vais vous dire une chose. Un de ces jours, les gars, j'entendrai un enfant de Lavinie crier le nom de son père tout en haut de Sentinel Hill. » Les seules personnes qui virent Wilbur pendant le premier mois de sa vie furent le vieux Zechariah Whately, de la branche saine de la famille, et Mamie Bishop, la compagne d'Earl Sawyer. La visite de Mamie était de pure curiosité, et les récits qu'elle en fit témoignaient de ses dons d'observation. Zachariah, en revanche, amenait 2 vaches d'Alderney que le vieux Whately avait achetées à son fils Curtis. Ce fut le début pour la famille du petit Wilbur d'une série d'achats de bétail qui ne prit fin qu'en 1928, lorsque l'horreur de Dunwich se manifesta et disparut. Pourtant, à aucun moment la grange branlante des Whately ne fut surpeuplée par le cheptel. Pendant un certain temps, les gens eurent la curiosité de compter à la dérobée le troupeau précaire qui paissait sur la pente raide au-dessus de la vieille ferme, et ils ne trouvèrent jamais
plus de 10 ou 12 spécimens anémiques et apparemment exsangues. De toute évidence, une infection ou une maladie, due peut-être au pâturage malsain ou aux fongosités et au bois pourrissant de l'immonde étable, et a infligé une lourde mortalité aux bêtes des Whately. Celles qu'on voyait là portaient des plaies, des blessures qui ressemblaient à des incisions, et une ou deux fois au cours des premiers mois, certains visiteurs crurent discerner des plaies semblables sur la gorge du vieillard au poil gris, non rasé, et de sa souillon de fille albinos aux cheveux en broussailles. Au printemps qui suivit la naissance de Wilbur, Lavinia reprit ses habituelles randonnées dans les collines, portant dans ses bras mal bâtis son enfant basané. On se désintéressa des Whately lorsque la plupart des gens du pays eurent vu le bébé, et personne ne prit la peine de commenter les progrès rapides que le nouveau venu semblait manifester chaque jour. La croissance de Wilbur était vraiment phénoménale, car à 3 mois, il avait déjà la taille et la force musculaire qu'on ne voit pas d'habitude chez les enfants d'au moins 1 an. Ses mouvements et même les sons qu'il émettait témoignaient d'une maîtrise et d'une décision surprenantes chez un nourrisson. Ainsi, personne ne s'étonna de le voir à 7 mois se mettre à marcher seul, avec quelques hésitations, qui disparurent le mois suivant. Ce fut peu après, pour Halloween, qu'on vit à minuit un grand feu au sommet de Sentinel Hill, où la vieille pierre en forme de table se dresse au milieu de son tumulus d'anciens ossements. Il s'éleva des discussions sans fin, quand Silas Bishop, l'un des bishops de la branche saine, dit avoir vu le garçon monter la colline, courant avec ardeur devant sa mère, 1 heure à peu près avant l'apparition des flammes. Silas, qui rabattait une génisse égarée, faillit oublier sa mission en surprenant un instant les 2 silhouettes dans la faible lueur de sa lanterne. Elle filait presque sans bruit à travers les broussailles, et le témoin stupéfait croyait les avoir vus entièrement nus. Plus tard, il n'en était pas sûr à propos du garçon, qui portait peut-être une sorte de ceinture à franges et un caleçon ou un pantalon noir. Par la suite, on ne vit jamais Wilbur, vivant et conscient, qu'entièrement vêtu, boutonné jusqu'au menton, et le moindre désordre réel ou redouté dans sa tenue lui causait visiblement beaucoup d'irritation et d'inquiétude. Le contraste à cet égard avec ses ignobles mères et grands-pères fut jugé particulièrement remarquable, jusqu'à ce que l'horreur de 1928 en fit entrevoir la raison la plus plausible. En janvier, les commères n'apprirent pas sans intérêt que le petit noirot de Lavinia avait commencé à parler, bien qu'il n'ait que 11 mois. Ce qui frappait dans son langage, c'est qu'il différait des accents ordinaires de la région et qu'il était libre de tous aiséments puérils, ce que bien des enfants de 3 ou 4 ans auraient pu lui envier. Ce n'était pas un bavard. Pourtant, quand il parlait, il semblait refléter on ne savait quoi d'insaisissable dont Dunwich et ses habitants étaient absolument dépourvus. L'étrangeté ne tenait pas à ce qu'il disait, ou même aux expressions simples qu'il employait, mais elle paraissait vaguement liée à son intonation ou aux organes internes qui produisaient les sons articulés. Sa physionomie, elle aussi, surprenait par sa maturité, car bien qu'il n'eût pas plus de menton que sa mère et son grand-père, son nez ferme et précocement formé contribuait avec ses grands yeux noirs, presque latins, à lui donner un air à peu près adulte et d'une intelligence quasi surnaturelle. Il était néanmoins extrêmement laid, si brillant qu'il parut. Il avait quelque chose de l'animalité, proche du bouc, par ses lèvres épaisses, sa peau jaunâtre au pores dilaté, sa rude chevelure crépue et ses oreilles bizarrement étirées. On lui voit bientôt une aversion plus décidée encore qu'à sa mère et son grand-père, et toutes les hypothèses à son sujet furent assaisonnées de références à l'ancienne magie du vieux Whately, et à l'ébranlement des collines, quand un jour il avait hurlé le nom redoutable de Yog-Sothoth, au milieu d'un cercle de pierres, tenant dans ses bras un grand livre ouvert devant lui. Les chiens détestaient l'enfant, qui était toujours obligé de prendre diverses mesures défensives contre leurs aboiements menaçants.